qu'on proposait de dire, mais je pense que le film a été une très bonne introduction. Bon, j'essaie de traduire ce qu'étaient les mots, les images du film, c'est de dire qu'effectivement, comme vous le savez, il s'était montré dans le film, il y a plusieurs disciplines dans l'art hip-hop. La danse en est une. Il y a le graffiti, il y a le DJing, et le beatboxing, le rap, et puis tout ce qui tourne autour, ce qui est la culture hip-hop, une manière de se vêtir, de parler, et puis la production de savoir. Afrika Bambaataa disait le principal aussi vecteur de la culture hip-hop, c'est le savoir, comme forme libérateur. Et c'est vrai que le corps a été le premier vecteur aussi de diffusion de cette culture. Bon, c'est pas propre au hip-hop. Le corps a toujours été un mode d'expression, d'émancipation et aussi d'oppression. C'est-à-dire qu'on veut se libérer, bon, on se libère par le corps, mais quand on veut opprimer quelqu'un, on l'opprime par le corps, quoi. Et comme vous n'êtes pas non plus sans savoir que le hip-hop est né notamment de la minorité noire américaine qui elle-même est née de l'esclavage, où on considérait le corps comme un objet. Les esclaves, c'était des mobiliers. On vendait, on achetait des gens, quoi. Et dans les champs de coton, il y avait les work songs, sur les champs de travail pour se donner du courage. Et le soir, il y avait les veillées où justement les travailleurs noirs dansaient et profitaient de la danse justement pour se libérer, mais aussi se moquer du maître. Dans certains pas de danse, comme la danse du poulet, etc., vous savez, eh bien, on se moquait du maître le soir qui ne se rendait pas compte. Voilà. Parce que pour lui, la danse était une expression non politique. Comme aussi les chants religieux, qui a donné lieu au gospel, puis ensuite au rhythm and blues, au jazz, etc. C'était aussi un chant de résistance, mais qui utilisait aussi le seul endroit où on pouvait s'exprimer, c'est-à-dire le dimanche à l'église. Et donc, tout de suite, la danse et le corps a été un moyen justement de percer. Quand après il y a eu la fin de l'esclavage, la ségrégation raciale, c'est par la danse que les premières images des Noirs est arrivée dans le cinéma. Il y avait que des blancs au cinéma, ou des blancs grimés en noir, quoi. Et c'est les Nicholas Brothers, par exemple, qui ont imprimé, grâce à la danse, l'arrivée aussi de ces cultures-là dans le cinéma. Et c'est là aussi a commencé justement l'impression du hip-hop dans la culture média. Alors il n'y avait pas Internet et le numérique, mais il y avait déjà le cinéma, et c'est par le cinéma, et évidemment par les clubs, et notamment les rois du funk et de la soul comme Jazz Brown, qui a été aussi vulgarisé la danse hip-hop. Donc on voit que la danse était toujours le point d'ancrage entre à la fois un passé qui était un passé de domination et à la fois un avenir qui est un avenir d'émancipation et de transformation, quoi. Et on peut dire que c'est toujours pareil aujourd'hui. Mais c'est pas simplement un moyen d'expression et d'émancipation, c'est aussi un vecteur artistique. Et qu'est-ce que ouvre l'art? C'est aussi un nouvel imaginaire. On peut pas vivre, je veux dire, bien sûr il faut manger pour vivre ou pour survivre, mais il faut travailler ou en tout cas gagner de l'argent pour s'en sortir, mais c'est pas ça qui donne à un moment donné espoir. C'est aussi l'ouverture d'un nouvel imaginaire. Afrika Bambaataa l'a très bien compris. Lui, il a repris le mythe de la nation zoulou, hein, qui est les tribus zoulous d'Afrique du Sud qui se rebellaient contre la colonisation anglaise avec le film Zulu Dawn. Il a repris un imaginaire pour fédérer les gangs dans les quartiers new-yorkais. Et les points de ralliement, c'était justement les block parties. Et les danseurs étaient centraux. Mais pas seuls, ils étaient avec effectivement le DJ, le maître de cérémonie, comme le fait aujourd'hui Sydney, mais qu'on a oublié, qui était un peu le bachelor. Et donc c'est aussi un art total, c'est aussi une forme sociale totale. Il n'y a pas d'un côté les danseurs, d'autre côté la société, d'autre côté les disciplines artistiques. C'est un ensemble qui crée un espace, et dans ces blocs parties, justement on rêvait aussi de l'avenir, et après est né des carrières internationales au niveau des compagnies de danse. Alors après, il y a des différences évidemment quand c'est arrivé en France, mais il y a toute une génération qui s'est appropriée au début des années 80, donc dont le film que vous avez vu voir on montre un tel exemple à travers aussi les blocs parties dans les terrains vagues. Et Sydney a ouvert aussi là un imaginaire. Parce que c'est la première fois dans un média, et d'ailleurs ça ne s'est pas reproduit vraiment après, à part l'émission Ratman de Cachin, ou dans un grand média national, on voyait cette nouvelle génération avec cette nouvelle culture. Et c'était une explosion, parce que c'était aussi un nouvel imaginaire d'enfants qui ne se reconnaissaient pas autant dans la culture du passé, et qui avaient besoin de créer sa propre culture. Et la danse a été un vecteur, parce que avant même de rapper, c'est-à-dire de se rapproprier le langage américain, etc., le corps est la première façon de s'exprimer. Et donc tout le monde, effectivement,
les principaux rappeurs, NTM, etc., ont commencé aussi à l'époque par la danse. Et après, ils sont mis à rapper, etc., quoi. Donc vraiment, ça a été l'ouverture, voilà, qui a été le berceau et où s'est forgé cette génération-là. Et puis après, bah, effectivement, arrivé les années 90, et donc une forme de professionnalisation, de reconnaissance aussi institutionnelle de la danse, et avec, c'est là aussi a commencé un peu les ambiguïtés, parce que effectivement, le hip-hop s'est construit de manière autonome. Un art du bricolage, et pour moi le mot bricolage est quelque chose de pas péjoratif. Peut-être pour le ministère de la Culture, c'est moins glorieux, mais pour moi, au contraire, c'est effectivement quelque chose de très fort, c'est-à-dire de manière autonome, construire ses propres normes, donc aussi pour les danseurs ses propres validations. Et il y avait les maîtres artistes qui enseignaient aux plus jeunes, à travers cette figure centrale populaire qu'est le cercle. Le cercle, il n'y a pas des gens plus hauts et des gens plus bas, mais tout le monde est à équidistance par rapport au centre, et tout le monde rentre dans le cercle pour apprendre. Et donc, c'est une forme d'apprentissage populaire, une école populaire. Ça a commencé effectivement par le cercle, et par ce jeu aussi, par ce jeu d'appel-réponse. Donc, il y a eu vraiment, comment dire, cette forme autonome qui s'est construite, et après qui a dû, à un moment donné, bah, négocier aussi avec les institutions, et en France, elles sont quand même assez verticales, on va dire comme ça, et donc, mais qui aussi défendent la culture. C'est un peu le paradoxe hein, par rapport aux États-Unis. Et donc, où des chorégraphes aujourd'hui animent des scènes nationales comme à La Rochelle, comme à Créteil, des chorégraphes hip-hop. Voilà. Donc c'est une reconnaissance, on peut dire, effectivement, institutionnelle de la culture hip-hop. Et on peut dire qu'effectivement, les Jeux Olympiques aussi sont une autre étape. C'est vrai que les battles ont ressurgi, ils sont à partir des années 2000. Et là, grâce à une autre culture qui arrivait, qui est la culture numérique, qui est la culture Internet, où une nouvelle génération aussi s'est appropriée cette culture par d'autres réseaux que celle des années 80. Et là aussi a créé sa propre économie autonome, qui est l'économie du break. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas une ville en France qui n'a pas sa rencontre de break. Et donc ça forgeait là aussi une nouvelle génération, avec d'ailleurs des débats, parfois conflictuels avec la génération précédente. Mais ça fait partie, j'ai envie de dire... S'il vous plaît, là-haut. Et ça fait partie d'ailleurs de toute forme culturelle. Hein, il y a toujours des conflits de génération. Et je pense que là aussi, il va y avoir un débat par rapport effectivement à l'arrivée du break et de la reconnaissance olympique. Alors on peut dire effectivement à la fois c'est une reconnaissance qui n'est pas non plus, je pense, dénuée d'ambiguïté. Qu'est-ce qu'on reconnaît quand on fait venir un groupe de danse ou de performeurs breakers dans une forme qui est aussi codifiée, institutionnalisée que les Jeux Olympiques. Comme je le disais au départ, le corps hip-hop, il est aussi politique. Par exemple, ça c'est une forme qui n'est pas admise. Quand les athlètes noirs ont levé le poing au JO de Mexico, ils sont fait sanctionner et leur carrière a été brisée, quoi. Donc il y a cette ambiguïté-là de dire le break c'est pas uniquement que du sport. Évidemment, c'est une performance, c'est une reconnaissance. Mais qu'est-ce qu'on effectivement on reconnaît à travers aussi cette pratique? Comme je disais au début, c'est aussi toute une totalité. C'est aussi une forme de vie, c'est aussi un projet de société au sens large du terme, un imaginaire. Et donc, est-ce que aussi l'institution est capable aussi elle-même de s'interroger, de s'autocritiquer en accueillant aussi ces formes-là, et pas simplement les faire entrer dans une norme et les codifier, quoi. Et vous vous êtes posé la question quand parce que la spécificité de votre travail, c'est quand même d'aller. Vous n'êtes pas chercheur que à travers votre ordinateur et à travers des livres. Vous avez la particularité et la spécificité, Abdul m'a parlé de votre première rencontre, d'aller vraiment au cœur et à la rencontre des différents protagonistes. Et vous avez été un des premiers à mettre le doigt sur l'importance de la culture hip-hop et de son rôle dans la société. Pour moi, c'est une évidence au début des années 80, c'est que c'est pas simplement un truc de jeunes qui tournait sur la tête, ou un truc importé des États-Unis, c'était aussi une création culturelle qui portait aussi un message politique, qui n'a pas eu d'ailleurs 40 ans après véritablement sa réponse. On va le dire, hein, quand on parle d'identité française, on est toujours dans le même débat. Et peut-être qu'effectivement, alors c'est bien de reconnaître le hip-hop, c'est encore mieux de lui accorder une place. Alors c'est vrai que c'est pas une place facile, parce que le hip-hop a une façon aussi de fonctionner qui
qui est aussi une forme populaire, on va dire, voilà. Mais ça montre aussi que les cultures urbaines, c'est pas uniquement la culture du ghetto, même si des quartiers populaires, même si effectivement ils ont la racine. Mais c'est une forme universelle, voilà. D'ailleurs, le mot culture urbaine, je m'amuse toujours à dire ça aux gens qui parlent de culture urbaine. Au départ, qualifiait l'émergence d'une culture indépendante entre le Moyen Âge et la Renaissance. La culture urbaine qualifiait plutôt une culture bourgeoise des grandes métropoles qui étaient Paris, Londres, et qui allaient inscrire l'individu moderne, qui allait s'affranchir du roi, de la religion et des corporations. C'est ça l'origine du mot culture urbaine. Donc c'est pas. On va le rappeler là. Et donc moi ce que je dis, c'est que le hip-hop en fait a créé des nouvelles centralités culturelles, des nouveaux foyers internationaux. Et d'ailleurs aujourd'hui. Si vous regardez la danse, et les gens qui participent aux rencontres de breakdance, ils sont de tous les pays. Ils sont russes, ils sont coréens, ils sont japonais, ils sont évidemment africains, ils sont brésiliens, enfin voilà, ils viennent de tous les pays. Donc c'est aussi ça qui fait aussi la force de cette forme-là, c'est qu'elle est aussi universelle, et donc elle nous renvoie aussi ce message-là. Merci beaucoup, Alain. Oui, on ne se lasse pas de l'écouter. On va continuer dans le temps qui nous